Les réactions continuent d'affluer sur le continent africain 48 heures après l'élection de Léon XIV, premier pape américain de l'histoire, un occidental dont le discours rassembleur et pacifique semble séduire de nombreux fidèles. Écoutons d'abord quelques réactions en Afrique. Le pape représente le chef de l'Église et l'arrivée d'un nouveau pape est très excitante pour nous tous. Dieu a élu le pape et nous avons bon espoir de continuer à suivre les traces du pape François. 2 jours seulement après le début du conclave, nous remercions Dieu d'avoir un nouveau pape. Je suis heureuse qu'il y ait un nouveau pape et je suis heureuse qu'il soit plus jeune. Nous prions pour que Dieu lui donne la grâce de fonctionner comme il se doit. Moi, je ne pourrais pas dire qu'on s'attendait à avoir nécessairement un Africain ou un Congolais. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir un père qui sera pour tous les chrétiens. Un pape qui sera là pour unifier tous les chrétiens du monde. Le message de la paix, c'est le premier message d'ailleurs qu'il a annoncé. Et nous avons l'espoir que c'est parmi ses priorités d'appeler tous les belligérants, toutes les personnes, tous les dirigeants des pays africains qui sont dans une situation de guerre, de pouvoir se réunir, de pouvoir échanger, de pouvoir dialoguer pour connaître la paix. Voilà pour ces quelques réactions sur le continent. Je rappelle qu'un catholique sur 5 se trouve actuellement en Afrique. Alors, quelle place l'Afrique aura-t-elle justement dans le pontificat de Léon XIV? On en parle ce soir avec nos 4 invités. Gauthier Vaillant, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à La Croix. Nous sommes également en plateau avec Jean-Pierre Dozon, anthropologue spécialiste de l'Afrique. Bonsoir et bienvenue à vous. Et nous avons le plaisir d'être en ligne, en direct avec 2 autres invités à distance. Olivier Matona, vous êtes adjoint des directeurs des études à l'IRCOM. Vous rédigez actuellement une thèse en sciences de l'information et de la communication, une thèse intitulée « Le conclave d'un événement à son discours 1958-2013 ». Et nous sommes en direct avec Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient. Alors on a une impression que la continuité, quand on écoutait ces réactions sur le continent africain, c'est de la continuité affichée, continuité probable entre le pape Léon XIV et le pape François, rassure beaucoup de catholiques sur le continent africain. Gauthier Vaillant, est-ce que c'est le cas ? Oui, je pense que on peut dire que c'est le cas. En tout cas, il y a matière à être rassuré parce que le pape Léon XIV a donné énormément de signaux dans ses premières prises de parole, déjà le soir de son élection au balcon de la basilique Saint-Pierre, montrant qu'il allait être dans une continuité avec le pape François pour ce qui est de sujets qui préoccupent énormément les catholiques et les églises et les sociétés africaines en général, c'est-à-dire les questions d'inégalité, les questions d'injustice économique, les questions sans aucun doute de migration. Donc tout ça, ce sont des sujets qui préoccupent énormément l'Église, les églises et les sociétés africaines et sur lesquels il y a une garantie de continuité. L'autre élément de réassurance pour les catholiques d'Afrique, c'est que le pape Léon XIV, quand il était encore le cardinal prévôt, a aussi fait montre de beaucoup de prudence, notamment sur des questions qui ont été des sujets de crispation récemment entre le pape François et les églises africaines. Je pense en particulier à la question de la bénédiction des couples homosexuels autour d'un décret qui s'appelait Fiducia Supplicans en 2023. Vraiment, les églises africaines qui avait effectivement été très critiqué par les églises locales africaines. Et le cardinal prévôt, avant de devenir le pape, avait lui eu des propos là-dessus très prudents, très équilibrés, en disant sur un sujet comme celui-là, il faudra laisser beaucoup de latitude aux conférences épiscopales, c'est-à-dire aux églises locales, pour s'approprier en fonction de leur contexte culturel ce type de texte. Donc il y a vraiment là 2 éléments, la continuité de François pour les sujets sociaux, les sociétés de justice, de justice sociale, les sujets économiques, et sans doute plus de prudence sur des sujets liés à des positions plus conservatrices des églises africaines sur les questions de société, de famille, de morale sexuelle. Et ça, ces 2 éléments peuvent rassurer, je pense, sur le continent africain. Jean-Pierre Dozon, vous êtes d'accord avec cette analyse? Effectivement, la majorité des fidèles catholiques du continent espèrent une continuité avec ce qui a été l'action de François? Je préciserai un point, c'est que au fond, la doctrine de l'inculturation, qui était celle de Jean-Paul II, qui remonte à quelques années maintenant, était une doctrine qui, au fond, disait « laissons les cultures africaines nous pénétrer, en quelque sorte ». Et donc, si, en quelque sorte, nous ne voulons pas de ces
réformes occidentales, hein, c'est-à-dire de ces réformes sur la bénédiction des couples homosexuels ou encore la bénédiction des couples non mariés, parce que ça porte aussi là-dessus. Hein. Donc, en effet, ça marche bien. Du coup, il y a une sorte d'approbation générale de ce nouveau pape qui est à la fois, en effet, du côté de la paix, du côté des pauvres, du côté de la périphérie, comme le pape François, et du côté d'un certain conservatisme, tout simplement, pour dire le mot quand même. Mais il en est ainsi. Et c'est pas au nom du catholicisme africain, c'est au nom des coutumes africaines. C'est au nom de la tradition. Et c'est important, effectivement. Ah ben non, c'est pas au nom de... Le préciser. C'est au nom des valeurs africaines qui font que un homme est un homme, une femme est une femme. Les valeurs sociétales, effectivement, qui sont très très ancrées sur le continent. Olivier Matonat, je me tourne vers vous. C'est vrai que beaucoup, avant l'élection de Léon XIV, beaucoup d'articles sont sortis dans la presse, des articles qui évoquaient la possibilité de voir élire un potentiel pape africain. Il y a plusieurs cardinaux du continent qui ont fait parler d'eux avant ce conclave. Pourquoi, selon vous, aucun d'eux n'a été élu? Est-ce que c'est parce que ce sont des profils qui ne sont peut-être pas aussi rassembleurs que Léon XIV? Oui, en tout cas, vous avez raison de dire qu'il y a un enjeu de rassemblement. Être élu pape, c'est une élection difficile, en particulier parce qu'il faut être élu aux 2/3 des voix. Et pour être élu aux 2/3 des voix, il faut être un profil effectivement rassurant et plus encore avoir donné des preuves de non-clivage. Et certaines prises de parole de cardinaux africains qui étaient peut-être les figures de proue, ceux qui auraient eu certainement le plus de chances d'être élus, je pense par exemple au cardinal Abongo, ont peut-être eu des positions fermes, en tout cas explicites, et qui ont pas assez donné cette garantie de rassemblement. Et c'est peut-être ça qui n'a pas permis cette fois encore qu'il n'y ait de pape africain. Effectivement, peut-être que le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, s'est peut-être aussi plus fait connaître par ses positions ses combats en faveur de la démocratie, son action peut-être plutôt politique et citoyenne. En RDC, il est tout à fait important parce que c'est lui qui a organisé des manifestations contre le pouvoir politique. C'est un garant de la démocratie, on pourrait dire en tout cas d'une certaine démocratie. Et puis surtout, c'est une sorte d'État dans l'État. Hein. Le catholicisme en RDC, c'est 40 millions de catholiques. Hein. C'est pas rien. Sur 100 millions d'habitants, c'est très important. Donc, véritablement, il pèse lourd, cet homme. Cet archevêque. Alors je voudrais juste quand même avant de vous redonner la parole, Gauthier Vaillant, dans un instant, mais qu'on entende Monseigneur Pascal Gollnisch. Et parmi, justement, c'était un point sur lequel je voulais revenir, puisqu'on parlait de la personnalité, le caractère assez rassembleur du pape Léon XIV. Il a peut-être un atout, et vous allez nous donner votre point de vue, Léon XIV, c'est qu'il est à la fois un homme du Nord et du Sud. Il est presque plus péruvien qu'américain. Oui, je voudrais d'abord souligner quelque chose de très original, c'est qu'il n'y a que dans l'Église catholique qu'il y a un pape. Excusez-moi de cette évidence, mais il n'y a pas d'équivalent chez nos amis orthodoxes ou protestants, chez nos amis musulmans ou juifs, chez les hindous, chez les bouddhistes. Il n'y a pas d'équivalent d'une communion d'1,4 milliard de personnes dans le monde avec un individu qui est l'évêque de Rome, qui est le pape. C'est quand même très original et je crois que ça explique en bonne partie pourquoi cette élection a eu autant d'importance dans les médias du monde entier. Mais un individu, ça veut dire aussi qu'il n'est pas simplement là pour un espèce de centralisme autour de sa personne, il doit également permettre la diversité. Et la diversité, cela veut dire que les églises d'Afrique, d'Amérique latine, d'Extrême-Orient doivent non seulement être respectées et comme s'il y avait une juxtaposition à faire, mais apporter leur tradition à l'ensemble universel de l'Église. Et par conséquent, plus que la question de savoir s'il y a un pape africain ou pas, la question sera de savoir comment les églises d'Afrique, en particulier, vont nourrir la communion universelle de l'Église. Et là, je crois qu'il y a de fait un enjeu pour les années qui viennent.
Et moi, à titre personnel, mais ne dites pas que je vous l'ai dit, je trouverais intéressant qu'on envisage un nouveau concile œcuménique. Je crois que 70 ans après Vatican II, il est temps. Et je voudrais, si vous me permettez juste un dernier point, souligner quand même à la fois la qualité des papes, notamment depuis Vatican II, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît, François. C'est quand même une grande continuité. Bien sûr, chacun a sa personnalité, ses accents, mais il y a quand même une continuité de fond. François était un collaborateur de Jean-Paul, qui s'est appelé Jean-Paul par rapport à ses prédécesseurs, et le pape actuel Léon était un collaborateur extrêmement étroit du pape François. Donc il y a quand même une grande diversité et un défi de permettre à toutes ces églises de pouvoir enrichir l'Église universelle. Enrichir et cohabiter, ça, effectivement, Gauthier Vaillant, ça va peut-être être un des plus gros, un des premiers défis du pape Léon XIV sur le continent africain. Essayer peut-être de faire un pont, hein, pour reprendre l'expression qu'il a utilisée lors de sa première allocution, entre les différentes sensibilités au sein de l'Église. Et on voit bien que sur le continent africain, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas un catholicisme, il y a en réalité, le catholicisme a une multitude de visages. On l'a vu d'ailleurs à travers les figures des différents cardinaux qui ont été mis en avant. Je pense évidemment au cardinal ghanéen Peter Turkson, qui lui était peut-être plus proche de Pape François sur les questions écologiques, migratoires, alors qu'à l'inverse, le Guinéen Robert Sarah, lui, est plutôt présenté comme le chouchou des intégristes et a plutôt un soutien des idées, en tout cas en Europe, est plutôt soutenu par l'extrême droite. Exactement, donc ça va être un sacré défi. On imagine qu'il y a quand même toute une gymnastique. Comment est-ce qu'il peut se positionner, le pape Léon XIV ? Parce que François, il faut quand même rappeler qu'il n'a pas hésité à donner son point de vue, à s'imposer. On peut se dire que Léon XIV sera peut-être un peu plus prudent ? Sa personnalité, en ce qu'on découvre depuis quelques jours, semble aller effectivement dans ce sens-là. Effectivement, il y aura une gymnastique qui est valable à l'échelle de l'Église universelle. L'Afrique, c'est quand même un très bon exemple. Je pense que l'Afrique est vraiment peut-être la meilleure preuve du fait qu'une échelle selon laquelle on essaye, nous, souvent, de classer les catholiques et les papes en particulier, c'est-à-dire l'échelle progressiste, conservateur, en réalité fonctionne assez mal quand on raisonne à l'échelle de l'Église du monde. Et là, je dis ça, je vais vraiment dans le sens de ce que vient de dire Monseigneur Gollnisch sur la grande continuité entre les papes, au-delà de leurs différences de personnalité, de charisme, des accents que chacun a voulu donner à son pontificat, les uns plus doctrinaux, les autres plus pastoraux, mais en réalité, il y a sur le fond une grande continuité et ce clivage conservateur-progressiste, en fait, il est variable, il est très variable. Je le disais tout à l'heure, les églises africaines, eh bien, elles sont très pape François, si j'ose dire, sur les questions politiques, économiques, migratoires et sans doute beaucoup plus conservatrices sur les questions de morale, de famille, etc. Donc oui, il y a pour le pape une gymnastique, il y a un souci d'unité. Mais il est de toute façon très soucieux de l'unité. J'avais noté quelques propos qu'il a tenus sur ce sujet quand il était encore le cardinal Prévost. Il disait l'unité, il ne faut pas confondre l'unité avec l'uniformité, ni comprendre la diversité comme une manière de vivre sans critères ni ordre. Bon bah voilà, c'est sans doute plus facile à dire qu'à faire, mais je crois que dans l'esprit, tout est là. C'est-à-dire qu'effectivement, le défi pour ce pape, mais comme ça l'était pour ses prédécesseurs, ça va être de laisser à chacun suffisamment de latitude localement pour que chacun puisse s'approprier des directives qui viennent de Rome, parce que Rome est quand même là pour donner un cap aux 1,4 milliard de fidèles catholiques. Mais voilà, il faut qu'il y ait ce cap et cette latitude pour que chacun se sente pleinement appartenir à cette communion, cette grande communion qui doit être celle de tous les baptisés, parce que c'est ça l'Église catholique. Jean-Pierre Dezon, il y a aussi la problématique, et elle n'est pas des moindres, de la pédocriminalité dans l'Église. On sait qu'il y a évidemment beaucoup de cas sur le continent africain aussi. Oui. En revanche, le sujet reste très tabou. Absolument. Sur le continent africain. Il n'y a pas encore d'enquête, si vous voulez, de fait. Qu'est-ce qu'on peut espérer justement sur ce dossier ? Il serait temps qu'on s'en occupe pas, parce que c'est une affaire qui remonte sans doute à loin, c'est-à-dire à l'époque des missionnaires, donc à l'époque coloniale, et donc il serait grand temps qu'il y ait. J'ai demandé à Sauvé, en l'occurrence, ce qu'il en était. En effet, pour l'instant, il n'y a pas d'enquête, mais il devrait y en avoir, car aussi bien du côté, je dirais, des missionnaires européens
hein, et des prêtres européens, mais aussi des prêtres africains. Je veux dire, Mais est-ce que le risque, la pédophilie est un fait universel. Il y a un travail qui n'a pas été fait en Afrique et qui est un des grands combats du pape François, mais qui n'a pas encore été fait en Afrique, c'est la lutte contre le cléricalisme. Les églises africaines restent extrêmement cléricales, c'est-à-dire avec vraiment une figure du prêtre qui est socialement très importante, un petit peu intouchable et au-dessus de tout soupçon. Et ça, c'est vraiment un travail sur lequel les églises africaines n'ont pas encore vraiment avancé. Ouais, en plus de ça, excusez-moi de vous couper, mais à l'époque coloniale, il y avait un rapport double. Il y avait un missionnaire qui évangélisait, mais il y avait aussi un colonisateur qui colonisait. Donc il y avait une double subordination, si vous voulez, qui faisait que les possibilités offertes aux éventuels prédateurs, en quelque sorte, étaient quand même renforcés là-bas. Il nous reste assez peu de temps, je voudrais qu'on entende justement Olivier Mathona sur ce sujet, puisqu'il s'intéresse de près au fonctionnement des conclaves. Olivier Mathona, est-ce que sur ces dossiers-là, c'est des choses qui sont évoquées lors du conclave qui a eu lieu il y a 48 heures? Est-ce que ce sont des choses qui sont évoquées par les cardinaux et qui pèsent justement dans l'élection du futur pape? Oui, en tout cas, c'est évidemment un sujet qui est important, à la fois comme sujet global à traiter par le futur pontife, mais aussi en fonction de celui qui va être élu personnellement. J'entends par là qu'un cardinal qui aurait affronté le soupçon d'avoir évidemment lui-même commis des abus ou d'avoir mal géré une situation d'abus quand il était en situation de responsabilité, ce serait évidemment une fin de non-recevoir et il ne pourrait pas être élu. Aujourd'hui, le sujet est pris extrêmement au sérieux et toute mauvaise gestion d'abus vraiment signerait la fin d'une candidature, même s'il n'y a pas de candidat. Alors, on n'a pas le temps d'évoquer malheureusement tous les défis qui attendent le pape Léon XIV. Une dernière question, elle est pour vous, Monseigneur Pascal Gollnisch. Malheureusement, oui, il nous reste très peu de temps. Allez-y, je vous en prie. Mais enfin, comme je suis le seul prêtre sur le plateau, je voudrais quand même dire un mot. D'abord, on ne peut pas assimiler si facilement le missionnaire et le colonisateur. C'est beaucoup plus complexe et des études l'ont montré. Deuxièmement, évidemment, ce problème de la pédophilie doit être traité avec la plus grande rigueur. Et il n'y a pas l'ombre d'une question de la part du Saint-Père qu'il va y mettre toute son énergie. Cela va de soi. Je voudrais encore une fois rappeler que le monde africain, il est déjà présent en Europe, il est déjà présent en France, et que beaucoup de paroisses, par exemple à Paris et autour de Paris, ont retrouvé un grand dynamisme grâce aux fidèles africains, et qu'il y a là quand même quelque chose qui se vit, et que le pape va regarder, va assumer, va ratifier, va valider. Mais il y a déjà une grande richesse de la part de l'Afrique vis-à-vis de nos diocèses, de nos paroisses en France. Et ça sera le mot de conclusion. Merci infiniment à tous les quatre pour cet éclairage passionnant. J'espère qu'on aura d'autres occasions, et je pense que ça sera le cas, de parler du pontificat de Léon XIV à suivre sur TV5.